Dans cette vidéo, on vous propose de travailler sur une partie d'exercice tombée au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description. Nous allons nous focaliser sur la partie A de l'exercice qui traite de la lunette astronomique. Nous étudierons la partie B dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien lu le sujet car c'est parti pour la correction. Première question, on nous demande de compléter les cadres 1 et 2 directement sur le schéma qui se trouve en annexe en indiquant les noms spécifiques donnés aux lentilles L1 et L2. Pour rappel, comme la lentille L1 est celle tournée vers l'objet observé, il s'agit de l'objectif. Objectif pour objet. La lentille L2 est du côté de l'œil de l'observateur, il s'agit donc de l'oculaire, dont l'étymologie latine est ocularis qui signifie œil. À la deuxième question, ainsi qu'aux deux suivantes, on nous demande de compléter le schéma. On commence par représenter les rayons incidents 1 et 2 issus de A infini qui arrivent sur la lunette parallèlement à l'axe optique et qui convergent donc au foyer image f'1 de l'objectif. C'est au croisement de ces rayons que se forme l'image intermédiaire A1. Or, comme ces rayons passent par le foyer objet f2 de l'oculaire, ils émergent de la lunette parallèlement à l'axe optique. Ainsi, ces deux rayons ne vont pas se croiser après l'oculaire et on comprend donc que le point image définitif A' est alors rejeté à l'infini. Pour la troisième question, représentons les rayons incidents issus de B infini. Pour cela, commençons par le rayon 3 qui passe par le centre optique O1 sans être dévié et que l'on prolonge jusqu'à la deuxième lentille. Le point image intermédiaire B1 est situé à l'intersection de ce rayon 3 et du plan focal image de L1. Pour rappel, l'image d'un objet situé à l'infini se forme au niveau du plan focal image, délimité ici par des pointillés rouges. Pour les mêmes raisons, le rayon 4 émerge de L1 en passant par B1 et on le prolonge jusqu'à la deuxième lentille. Pour tracer les rayons émergents de L2, on crée un rayon issu de B1 passant par O2 qui n'est pas dévié. Comme B1 est dans le plan focal objet de L2, alors tous les rayons issus de B1 émergent parallèlement entre eux, donc parallèlement au dernier rayon tracé. Ainsi, les rayons 3 et 4 vont sortir de L2 parallèles à ce rayon et forcément parallèles entre eux. Ces deux rayons ne vont donc jamais se croiser et on comprend donc que le point image définitif B' est alors rejeté à l'infini. On a déjà répondu à une partie de la quatrième question en positionnant les points A1 et B1 de l'image intermédiaire. Pour faire apparaître l'angle α' sous lequel est vue l'image de l'objet à l'infini à travers la lunette, il faut se rappeler que α' est l'angle formé par un rayon émergent de la lunette et l'axe optique. On peut donc le repérer de nombreuses fois sur le schéma, ici ou encore là. Passons maintenant à la cinquième question, dans laquelle il nous est demandé de justifier le terme afocal. D'après les données, une lunette astronomique est afocale et pour cela, il faut que le foyer f'1 de l'objectif coïncide avec le foyer f2 de l'oculaire. Une telle lunette forme l'image à l'infini d'un objet situé à l'infini comme précisé dans les données de l'énoncé. C'est bien le cas ici. L'objet A infini B infini est à l'infini ainsi que son image définitive A'B'. Passons maintenant à la partie sur la visibilité de la calotte polaire avec la sixième question dans laquelle on nous demande de rappeler la définition du grossissement. Le grossissement, noté G majuscule, est égal à l'angle α' sur l'angle alpha, autrement dit au rapport entre le diamètre apparent de l'objet vu à travers la lentille sur le diamètre apparent de l'objet. On peut maintenant passer à la question 7 et montrer que le grossissement est égal à f'1 sur f'2. Pour cela, nous allons nous servir du schéma en annexe que nous avons déjà complété. Sur le schéma, le diamètre apparent alpha qui est déjà représenté se retrouve également au niveau du triangle rectangle O1 A1 B1, qui apparaît en jaune. Dans ce triangle, tangente alpha est égale à la longueur du côté opposé à alpha sur la longueur du côté adjacent à alpha, soit A1 B1 sur O1 A1. Or, O1 A1 est égal à la distance focale f'1 car A1 est confondu avec le point f'1 foyer image de l'objectif. On se place dans l'approximation des petits angles comme indiqué dans l'énoncé, ce qui revient à dire que tangente alpha est environ égale à alpha. Maintenant, nous allons nous intéresser au triangle rectangle O2 A1 B1 qui apparaît en violet. Dans ce triangle rectangle, on a tangente alpha' qui est égale à A1 B1, le côté opposé à alpha', sur O2 A1, le côté adjacent à alpha'. Or, O2 A1 est égal à la distance focale f'2 car A1 est confondu avec le point f2, foyer objet de l'oculaire.
Comme on se place également dans l'approximation des petits angles, on considère que tangente α' est environ égal à α', et donc à A1B1 sur F'2. Nous allons maintenant utiliser l'expression qui définit le grossissement et que nous avons vu à la question précédente, grand G égale α' sur α. On remplace α' et α par les expressions précédemment déterminées, et on se souvient que diviser revient à multiplier par l'inverse. On obtient donc A1B1 sur F'2 fois F'1 sur A1B1, que l'on peut simplifier par A1B1 puisqu'il se trouve à la fois au numérateur et au dénominateur, et on retrouve l'expression souhaitée. Le grossissement d'une lunette astronomique peut se calculer grâce au quotient de F'1 sur F'2, c'est-à-dire à la distance focale de l'objectif sur celle de l'oculaire. Passons maintenant à la 8e question dans laquelle on nous demande dans un premier temps de déterminer l'expression de alpha minimum en fonction de F'1, F'2 et de θ0, sachant que θ0 correspond au pouvoir séparateur de l'œil comme indiqué dans l'énoncé. Pour qu'un objet soit observable dans la lunette, il faut que α' soit supérieur à θ0. Comme G est égal à α' sur α, alors α' est égal au grossissement grand G fois α. Or, on a démontré à la question précédente que G est égal à F'1 sur F'2. Donc on le remplace dans l'inégalité et on obtient F'1 sur F'2 fois α supérieur à θ0. On isole α de manière à l'avoir seul à gauche de l'inégalité en faisant passer F'1 et F'2 de l'autre côté de l'équation sans oublier d'inverser le numérateur et le dénominateur. Pour que l'objet soit visible, il faut donc que l'angle α soit plus grand que θ0 fois F'2 sur F'1, donc sa valeur minimale est égale à θ0 fois F'2 sur F'1 ou F'2 sur F'1 fois θ0, ce qui revient au même. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question et calculer la valeur de α min en s'appuyant sur les données qui se trouvent en première page de l'énoncé. La distance focale de l'oculaire F'2 est de 20 mm et celle de l'objectif F'1 est de 910 mm. θ0 est égal à 2,7 fois 10 exposant moins 4 radians, comme indiqué dans l'énoncé. L'application numérique nous donne une valeur de 5,9 fois 10 exposant moins 6 radians, comme celle notée dans la question. Cette valeur correspond au plus petit angle sous lequel on peut distinguer un objet avec cette lunette astronomique et va nous servir pour la question suivante dans laquelle on nous demande d'estimer la distance maximale, notée D majuscule, entre la Terre et Mars permettant d'observer cette calotte polaire. Pour cela, il faut se servir du schéma proposé dans la question et repérer qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Dans ce triangle, tangente α est égale au côté opposé sur le côté adjacent, soit petit d sur grand D. Comme on cherche grand D, on l'isole dans la formule et on obtient que grand D est égal à petit d sur tangente α, qui est environ égal à d sur α en se plaçant dans l'approximation des petits angles, ce qui est tout à fait cohérent au vu de la taille de θ0 qui est vraiment tout petit. La distance maximale Terre-Mars notée Dmax est donc égale au diamètre de la calotte polaire, c'est-à-dire 10 exposant 3 km, soit 1000 km, divisé par α min, le plus petit angle observable, soit 5,9 fois 10 exposant moins 6 radians. On obtient alors une valeur de 1,7 fois 10 exposant 8 km, en prenant le parti de garder seulement deux chiffres significatifs. Nous pouvons maintenant passer à la dernière question de cette première partie d'exercice, dans laquelle on nous demande si l'astronome amateur pourra finalement observer la calotte polaire nord de Mars avec sa lunette. Comme précisé dans l'énoncé, la distance Terre-Mars n'est pas constante. Elle varie au cours du temps entre 0,5 UA et 2,5 UA. UA signifiant unité astronomique, qui est une unité de distance. À la question précédente, nous avons vu que la distance maximale entre la Terre et Mars, permettant d'observer cette calotte polaire, est égale à 1,7 fois 10 exposant 8 km. Nous allons donc voir si les deux distances Terre-Mars exprimées en unité astronomique sont plus petites que la distance maximale. Premier cas, lorsque Mars est au plus loin de la Terre, alors grand D égale 2,5 UA. On convertit cette distance en mètres, sachant que dans les données de l'énoncé, on nous indique qu'une unité astronomique est égale à 1,50 fois 10 exposant 11 mètres. Donc 2,5 UA est égal à 2,5 fois 1,50 fois 10 exposant 11 mètres, qui est égal à 3,8 fois 10 exposant 11 mètres, soit 3,8 fois 10 exposant 8 km. Cette distance étant supérieure à Dmax, alors la calotte polaire de Mars ne sera pas observable depuis la Terre. Deuxième cas, lorsque Mars est au plus près de la Terre, alors D égale 0,5 unité astronomique.
On convertit cette distance en mètres, soit 0,5 fois 1,50 fois 10 exposant 11 mètres, qui est égal à 7,5 fois 10 exposant 10 mètres, qui est égal à 7,5 fois 10 exposant 7 km. Cette distance étant inférieure à Dmax, on en déduit que la calotte polaire de Mars est visible depuis la Terre. On peut donc en conclure que la calotte polaire de Mars n'est visible qu'à certains moments où Mars n'est pas trop éloigné de la Terre. Voilà, la correction de cette première partie d'exercice tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. À bientôt pour la suite de la correction.